Le dernier chapitre de la guerre froide, vraiment, de ce côté-ci du globe. Tout à fait, une relique de la guerre froide en train de s'effriter avec échange de prisonniers. C'est difficile de faire plus guerre froide que ça. Une guerre froide qui a continué malgré l'implosion de l'URSS, uniquement parce que c'était politiquement rentable de profiter de l'opposition des groupes anticastristes de Miami. Ensuite, il y a eu des développements qui ont, avant-coureurs de ce dégel, disons, la reconnaissance par les États-Unis des efforts contre l'Ebola, des médecins cubains. Il y a eu aussi ces négociations de la Colombie avec les FARC à la Havane qui sont en train d'aboutir. Il y a un cessez-le-feu limité qui a été décrété par les FARC. Et puis, il y avait des changements, surtout économiques, à Cuba qui sont quand même intéressants. Alors, ça fait des années que cette situation empoisonne la planète entière. Tous les ans, aux Nations Unies, on vote contre l'embargo américain parce que ça pénalise toutes les compagnies de tous les pays du monde, y compris le Canada. Donc, on devrait aboutir à l'élimination de cet embargo qui coûte très cher aux Cubains. Oui, la levée de l'embargo, c'est ce que souhaitent, Gérald, les Cubains, parce qu'ils veulent rehausser leur niveau de vie. Et pour eux, c'est un grand, grand espoir, quand même. Vous savez, l'embargo, c'est difficile de dire combien ça a coûté, justement, à l'économie cubaine. Quelques dizaines de milliards, quelques centaines de milliards de dollars, selon différentes sources. Au cœur de tout ça, il y a quand même 11 millions de Cubains qui espèrent, justement, que leur niveau de vie et que leur qualité de vie va remonter. Malgré un PIB par habitant de 6 500 $, puisqu'on est dans une société qui a beaucoup investi dans l'éducation et la santé, l'espérance de vie est quand même de 79 ans, taux d'alphabétisation de 99 %. Et aujourd'hui, le travailleur cubain peut espérer, peut-être, profiter de nouveaux investissements à Cuba, de sources financières plus grandes d'un coup avec l'augmentation des envois que les Américains pourront faire vers Cuba de 2 000 à 8 000 $ par année, plus de voyageurs américains. Et vous le voyez, les réserves de pétrole qui sont de 5 à 9 milliards selon les estimations. Peut-être qu'éventuellement, on pourra exploiter davantage le pétrole en mer dans le golfe du Mexique qui appartient au territoire cubain. Alors là, on parle de Cuba, mais les effets économiques sont à plus grande échelle. Ça va toucher un peu beaucoup d'autres pays, notamment le Canada. Parce qu'on vient lever la pression sur toutes les entreprises et tous les pays qui hésitent à aller à Cuba et qui hésitent à faire des affaires avec Cuba. Ouverture potentielle à des investissements importants dans les infrastructures, notamment, qui ont besoin quand même d'être revus à Cuba. Pour les Canadiens, il y a des entreprises qui font déjà des affaires à Cuba. On pense à Sherritt International, qui est la première entreprise énergétique de Cuba, étrangère, et qui a une mine de nickel. Elle a gagné 26 % aujourd'hui parce qu'on voit justement l'effondrement de certaines règles qui pourraient faciliter les activités économiques d'entreprises comme ça. Alors, évidemment, c'est le début d'un rapprochement. Là, c'est un long processus. Vers quoi on s'en va? À quoi il faut s'attendre les prochaines étapes? Très vite, réouverture d'une ambassade à Cuba. Et là, on va commencer les négociations pour les importations de toutes sortes de produits et les échanges. Surtout surveiller le 10 et 11 avril au Panama, il y a le sommet des Amériques. Les leaders latino-américains ont exigé la présence de Raúl Castro. Barack Obama aujourd'hui a dit qu'il y serait. Donc, attendez-vous à un tête-à-tête, premier tête-à-tête entre Barack Obama et Raúl Castro, à moins d'une visite de Barack Obama à Cuba, ce que la Maison-Blanche aujourd'hui n'a pas vraiment écarté. Vraiment? Alors ça serait toute une étape quand même, hein, quelque chose de très symbolique. Merci beaucoup à vous deux. Merci.